Je suis particulièrement content d'être avec vous ce matin parce que j'avais préparé ce webinaire des semaines et des semaines à l'avance et à la date prévue, malheureusement, j'ai été malade et donc on a été obligé de reporter. Mais bon, finalement, tout vient à point à qui sait attendre et nous voilà enfin réunis pour ce séminaire, ce webinaire Perspective 2020. Alors, l'agenda de cette matinée, de cette courte matinée, puisque là, on va passer 35 minutes sur cette présentation. Une première partie rappel où on va faire un récapitulatif des grands sujets de ces 2 années passées. On ne va pas les passer en revue, on ne va pas faire un bilan, on va juste les mentionner. C'est dans la seconde partie qu'on va les analyser plus en profondeur pour voir quels sont les modes passagères et quelles sont les tendances lourdes. Et enfin, on aura une conclusion où on appuiera, on insistera sur les vraies tendances, celles qui vont structurer les années à venir. Donc, passons en revue rapidement les sujets importants de ces 2 dernières années. Et on commence tout de suite par l'IA, qui a été effectivement un grand sujet, qui s'est manifesté à travers des réalisations très spectaculaires. On a tous en tête les réussites assez bluffantes de DeepMind avec le jeu de Go ou les jeux vidéo. Donc, tout d'un coup, l'IA, à travers le machine learning, s'est imposée dans le paysage informatique. On y reviendra. Ensuite, il y a eu les acteurs dominants. On peut dire que ces 2 dernières années ont été l'occasion d'un changement de garde. On est passé d'une génération à l'autre et aujourd'hui, les acteurs dominants sont ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Et on a dû s'habituer à avoir des acteurs dominants qui n'étaient pas forcément les acteurs habituels dans le domaine de l'industrie informatique. La 5G, la 5e génération de communication GSM est enfin arrivée. Alors, on a une nouvelle génération à peu près tous les 10 ans. La 5G était très attendue parce qu'elle a des promesses importantes. Et donc, ça a été également un sujet important. Et enfin, on y arrive. La 5G est là. On va voir ce qu'il en est vraiment. La blockchain. Alors, la blockchain, ça a été dans le sillage du succès du Bitcoin. Tout d'un coup, au-delà des crypto-monnaies, on s'est dit qu'on pouvait utiliser cette technologie assez largement pour tout un tas d'applications. Et donc, il y a eu beaucoup de buzz autour de la notion de blockchain et on va voir ensemble ce qu'il en est. Le cloud, qui est effectivement l'événement majeur de l'évolution informatique de ces dernières années, on peut même dire de ces 10 dernières années. Le cloud s'est imposé assez largement, son offre s'est développée et d'ailleurs les nouveaux acteurs, une bonne partie des nouveaux acteurs dominants aujourd'hui ont appuyé leur succès justement sur l'accompagnement du cloud. Le RPA, alors ça c'est une des tendances les plus discrètes, mais malgré tout on ne peut pas la passer sous silence. C'est la meilleure intégration et la meilleure automatisation des interactions entre les systèmes. Alors, le RPA n'a pas bénéficié du même retentissement médiatique que les autres tendances, mais il aurait été dommage de ne pas en parler ce matin. L'informatique quantique, alors là, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Là aussi, ce sont des développements qui viennent des acteurs dominants et qui sont spectaculaires. Et donc, tout d'un coup, l'opinion s'est enflammée pour les perspectives formidables qu'offrait cette nouvelle façon de faire des calculs. Et enfin, la dernière tendance marquante, c'est l'edge computing et l'IoT qui vient en quelque sorte en complément du cloud et on va voir ce qu'on doit ou ce qu'on peut en attendre. Voilà, ça c'était la première partie. Je vous avais promis que ce serait rapide.
on l'a fait en 5 minutes. Donc maintenant, on a largement le temps de s'étendre sur la seconde partie, ce qui nous attend, quelles sont les tendances qui sont importantes, qui sont significatives, et celles qui relèvent plus de la mode et de l'amplification par les médias. Alors, on va commencer tout de suite justement par les tendances qu'il faut un peu dégonfler, telles que par exemple l'informatique quantique. Là, on est clairement, très clairement, dans un enthousiasme bien trop anticipé. Et c'est comme ça qu'on voit des articles de presse assez désolants, avec évidemment l'utilisation du mot révolution. Évidemment, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses, parce que en matière d'informatique quantique, il faut comprendre qu'on n'en est qu'au tout début. Il est clair que ça va pas être pour tout de suite, ça va pas être pour tout le monde et ça va pas être pour tout faire. En gros, on est vraiment qu'au tout début d'une discipline qui relève encore de la recherche, même de la recherche fondamentale. Et pourtant, on voit que le hype a déjà démarré et est très présent, tout simplement parce que les médias comme la nature ont horreur du vide. Et dès que certaines modes commencent à s'essouffler, aussitôt, ils ont besoin, ils ont envie de les remplacer par autre chose, même si c'est 10 fois trop tôt. En matière d'informatique quantique, on peut dire qu'il ne faut rien en attendre avant au moins 10 ans. Je serais très surpris qu'avant que s'écoule une décennie, qu'on ait des propositions concrètes en la matière. Alors, il n'est pas impossible que pour faire parler de lui, tel ou tel acteur du cloud mette en avant le fait que certains de ses calculs sont faits sur des ordinateurs quantiques. Mais bon, clairement, ce sera plus de la réclame qu'autre chose. Il est très clair qu'en matière de calcul quantique, on n'en est qu'au tout début. Il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes à solutionner. Et donc, commencer à gloser sur ce qu'on pourrait en faire ou ce qu'on pourrait en attendre, c'est 10 fois trop tôt. C'est même ridicule. Voilà pour l'informatique quantique. Autre grande illusion, c'est la blockchain. Alors, en matière de blockchain, on peut dire que la bulle a déjà explosé et on sent déjà, on voit déjà, à part chez les promoteurs les plus enthousiastes, on voit déjà un reflux, on voit déjà une déception. J'ai lu en particulier dans la presse américaine qu'il y avait des taux d'échec des projets blockchain qui étaient assez hallucinants. Même moi, j'ai eu du mal à le croire. Ils parlent de 95% d'échecs et d'abandon. Ça me paraît vraiment beaucoup. Ou alors, c'était des projets qui n'étaient pas vraiment engagés. C'était juste des études de cas. Mais pourtant, il est clair que sur la blockchain, on en a beaucoup trop parlé ces dernières années par rapport à ce qu'on peut en faire. Les cas d'usage sont beaucoup plus limités que ce qu'on veut bien en dire. Les performances, surtout en transactionnel, sont très limitées à travers la structure même de cette architecture. Et puis surtout, on s'aperçoit que les développements sont très difficiles, tout simplement parce qu'on n'est pas face à des techniques, une technologie qui est mature. C'est un peu le début et les outils de développement évoluent en permanence, sont encore pleins de lacunes. Donc, il est évident que si on s'attaque à ça, on a des obstacles, on a des difficultés, bien plus que dans les domaines qui sont aujourd'hui bien connus. Alors, ça reste une perspective qui peut être intéressante dans quelques cas, mais de là à vouloir généraliser l'usage de la blockchain pour tout, c'est clairement un échec. Alors, la blockchain reviendra dans notre arsenal informatique, mais plus tard et avec moins d'ambition. Ah, un des grands sujets de ces dernières années, c'est l'IA. Alors là, moi j'ai une position plutôt de contrariant. C'est-à-dire que j'annonce et j'affirme qu'en matière d'IA, c'est plutôt un hiver de l'IA qui se profile. Winter is coming. Alors, on le constate déjà dans certains médias qui, là aussi, disent, bon, bah, finalement, on en a beaucoup parlé, on a
soulevé beaucoup d'espoir, mais finalement, ça va peut-être pas être autant que ce qu'on a dit au départ, avec par exemple le cas de la voiture autonome, où là on voit que la tribune nous dit qu'elle serait définitivement enterrée. Alors moi, je ne serais pas aussi radical parce qu'il faut, il faut se garder des mots définitifs comme des mots révolution en la matière. Et il est clair que la voiture autonome n'a pas tenu ses promesses, qui étaient des promesses délirantes. On nous annonçait que dès 2020, il y aurait des véhicules totalement autonomes partout. C'était évidemment délirant. Mais les leçons de l'échec, du demi-échec des voitures autonomes est particulièrement intéressant pour ce qu'elles nous apprennent d'une manière plus générale sur l'IA et en particulier sur le machine learning. Dans le cas des voitures autonomes, ce qu'on a eu, c'est que les volumes de données utilisés pour entraîner les systèmes, puisque c'est comme ça que fonctionnent les systèmes basés sur le machine learning, en entrée, on leur fait ingurgiter beaucoup de données pour les entraîner. Et à partir du moment où le système est acclimaté aux situations qu'il va être censé affronter, eh bien, on le lâche dans la nature. On s'est aperçu que ces données, ces échantillons de données étaient biaisés, n'avaient pas la qualité requise, en particulier dans le cas des voitures autonomes pour reconnaître les autres véhicules. Quand c'est des véhicules à 4 roues, voitures, camions, camionnettes, ça va à peu près, mais on s'est aperçu qu'il y avait une vraie faiblesse sur les 2 roues. Les motos, vélos, etc. étaient mal ou peu reconnus. Et donc, ça posait un problème parce qu'à partir du moment où le système n'est pas sûr de la nature de son environnement, bah, il ne sait pas forcément bien réagir. On s'est aperçu aussi qu'il était facile d'entraîner des voitures relativement autonomes sur des trajets habituels, dans des cadres connus, fermés, des zones urbaines de telle ou telle grande ville américaine. Mais dès qu'on voulait sortir de ces zones, c'était beaucoup, beaucoup plus difficile. On s'est aperçu aussi que la météo, tout type de météo, pouvait poser problème, en particulier la neige. On s'est aperçu de façon quasi comique que la neige, par exemple, pouvait obscurcir les caméras qui étaient utilisées pour évaluer l'environnement. Bref, en matière de voitures autonomes, on est encore dans une phase d'apprentissage, on est encore dans une phase de découverte des différents obstacles et comme d'habitude, ça prendra beaucoup de temps. Alors, le problème de l'IA et du fait qu'on va vers un hiver de l'IA se limite évidemment pas aux voitures autonomes. Alors pourquoi je parle d'hiver de l'IA? Parce que dans l'histoire de l'IA, qui remonte quand même à 1957, les tout débuts, on a eu comme ça une succession de périodes favorables et défavorables. La plus connue en matière d'hiver de l'IA, c'est justement 1985, avec tout l'enthousiasme qu'on avait autour des systèmes experts, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que finalement ils étaient difficiles à mettre en œuvre, à mettre au point, et qu'ils ne pouvaient pas être généralisés. Et donc on est passé de l'enthousiasme à la déception et on est rentré dans une période hivernale où plus personne n'osait utiliser le mot IA, c'était considéré comme un gros mot, jusqu'à tout récemment où, grâce au machine learning, l'IA a de nouveau eu bonne presse. Mais simplement, on va s'apercevoir une fois de plus, on va passer de l'enthousiasme à la déception, que ça ne peut pas être tout pour tous. Un exemple récent de défaite de l'IA, c'est Watson d'IBM. Watson, c'est le système machine learning proposé par Big Blue, qui a lui aussi produit des résultats spectaculaires. Watson a battu les grands spécialistes du jeu télévisé américain Jeopardy. Et donc, à partir de là, IBM a annoncé avec tambour et trompette qu'il allait articuler sa stratégie principalement sur le cloud, mais surtout sur l'IA avec Watson qu'il commercialisait séance tenante. Mais on s'est aperçu que Watson était bon en spectacle, bon en effet des mots,
mais médiocre sur le terrain. La commercialisation de Watson a commencé, IBM s'est concentré sur le secteur de la santé aux États-Unis et en particulier sur les centres qui font des radios, des scanners, etc., en leur proposant Watson, en leur disant Watson va faire des analyses de vos examens encore mieux que les opérateurs humains. Le problème, c'est que ces centres de radio, scanners, etc., n'avaient pas des volumes de données suffisants, suffisamment volumineux et suffisamment de qualité pour que Watson produise des résultats autres que médiocres, c'est-à-dire pas mieux qu'un opérateur humain. On s'en est aperçu assez vite. Et la commercialisation de Watson a été et est encore un échec quasi complet. Et donc, c'est assez significatif. Alors, du côté de Google avec DeepMind, eux, ils ont été un peu plus prudents parce qu'ils n'ont pas essayé de commercialiser très vite, trop tôt, en fait, comme l'a fait IBM. Et pour le moment, DeepMind s'est contenté de se concentrer sur les effets démo spectaculaires, mais il n'y a pas de commercialisation. Peut-être que Google a essayé plus discrètement, mais pour le moment, ça n'a pas donné grand-chose. Donc, il est clair que, et évidemment, c'est tout à fait contre-intuitif, hein, ce que je dis quand je dis l'IA va vers un hiver de l'IA. C'est assez surprenant parce qu'on voit encore beaucoup de propagande et de retombées médiatiques où on vous annonce continuellement et sur tous les tons que l'IA c'est l'avenir, que ça va tout changer, que c'est utilisable pour tout, que tout le monde est concerné, qu'il faut se dépêcher de s'y former, etc., etc. Mais en fait, c'est du flan, c'est pas des analyses sérieuses. Et quand on fait des analyses sérieuses, au contraire, on s'aperçoit que le cycle d'expansion et d'enthousiasme de l'IA est déjà en train de se fermer. Donc, vous ne laissez pas abuser par cette tendance. Dans les acteurs majeurs, on a parlé des GAFAM, ils sont toujours à la tête de l'informatique aujourd'hui, ce qui est quand même assez une surprise. Mais ce qu'on peut constater, c'est que ce quintet, ce groupe des 5, va se réduire à un trio. Demain, les acteurs dominants seront les gammes, c'est-à-dire Google, Amazon et Microsoft. Je prévois, et ce n'est pas très difficile à imaginer, que Facebook et Apple vont être exclus de ce groupe dominant. Alors pour Facebook, on s'en doute un peu. En 2019, Facebook a connu son annus horribilis, une année horrible, et c'est sans doute pas fini. Donc, le côté dynamique gagnante de Facebook est évidemment absent. Pour Apple, c'est éventuellement plus surprenant puisque le géant du smartphone a récemment annoncé encore des résultats assez bluffants. Mais ça ne tient pas à l'avenir parce qu'il suffit de voir que Apple est très déséquilibré dans son activité. L'activité smartphone est encore bien trop dominante et le marché des smartphones est en train de devenir un marché de renouvellement, est en train de passer en mode plateau et donc n'a plus les perspectives de croissance qu'il y avait avant. Quant à la vieille garde, la génération précédente, les Oracle, IBM, Intel, il est clair qu'ils sont tous amorcé leur déclin de façon assez prononcée pour certains. Pour Intel, c'était assez surprenant parce qu'on était habitué à ce qu'Intel soit l'excellence technique, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'un de ses adversaires, TCMC, un Taïwanais quasi inconnu, hein, ce n'est pas un nom très connu, surtout face à Intel, était plus fort que lui en matière d'utilisation des technologies de pointe. Intel grave ses processeurs à une échelle de 10 nanomètres aujourd'hui, péniblement. Ils ont eu beaucoup de mal à passer justement à cette granularité, alors que TCMC est déjà en 7 nanomètres. Alors on va dire que c'est qu'un élément, mais il est clair que ce leadership technologique auparavant n'échappait jamais à Intel ni aux acteurs américains. Donc là, on est clairement dans une bascule. Pareil pour IBM, tout récemment, Ginny Rometty a annoncé qu'elle allait être remplacée par un duo
venant d'IBM en partie, le directeur de l'activité cloud, et puis surtout le dirigeant de Red Hat, la boîte rachetée par Intel à prix d'or, par IBM, excusez-moi, à prix d'or il y a un petit peu plus d'un an. Là aussi, on voit que ce qui est en train de se passer, c'est que au lieu que ce soit IBM qui absorbe Red Hat, c'est plutôt Red Hat qui est en train de digérer IBM. C'est peut-être d'ailleurs une bonne nouvelle pour qu'IBM connaisse un rebond à l'avenir, mais il est clair que ces acteurs qui étaient auparavant les acteurs dominants sont dans une phase de déclin. Toujours sur les acteurs, on va dire un mot rapide sur les acteurs chinois qui ne peuvent plus être ignorés. Il y a un peu plus d'un an, en décembre 2018, je vous avais déjà convié à un webinaire sur les GAFAM et les BATX, où on avait évoqué d'ailleurs le nom de Huawei. Huawei qui a occupé une bonne partie de l'actualité en 2019, puisque les Américains ont décidé de les ostraciser. Et la conséquence, et les leçons ne sont pas minces là-dessus, elles doivent être considérées, c'est que Huawei a pris son indépendance sur le plan logiciel, en particulier vis-à-vis d'Android. Et là, on n'a pas fini de mesurer les conséquences de cette prise d'indépendance, y compris au niveau logiciel, des principaux acteurs chinois. On y reviendra, je pense, à l'avenir. La 5G, tout ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, c'est un processus en cours. Il est difficile de dire que la 5G va être déployée, il est même impossible de dire qu'elle va être déployée durant 2020, c'est simplement le début. Alors, elle est présentée comme allant tout changer, tout chambouler, un game changer. On peut imaginer effectivement qu'on va aller vers une certaine unification, par exemple, de l'accès à Internet. On peut imaginer que le rôle du Wi-Fi va s'amoindrir, peut-être jusqu'à disparaître, parce que la 5G sera partout et proposera de l'accès facile et haut débit. Mais ceci dit, ça, c'est la figure optimiste. La figure réaliste, c'est que tout ça va prendre beaucoup de temps. Le timing, c'est toujours le facteur sous-estimé dans les évolutions techniques. Ce n'est pas très difficile de dire ce qui va arriver, le quoi. Par contre, le quand, ça, c'est beaucoup plus dur. Et généralement, on est toujours confronté à des prévisions qui sont beaucoup trop optimistes. Moi, je constate que les cycles d'évolution, c'est au minimum 10 ans. Et avec la 5G, on est entré dans une time box qui débute aujourd'hui, mais qui va prendre un certain temps et au minimum, effectivement, 10 ans, comme les évolutions précédentes. Peut-être même que ça prendra encore plus, tout simplement parce que on s'aperçoit que le déploiement de la 5G va être très coûteux. Par exemple, on est en train de s'apercevoir, grâce aux premiers tests et aux simulations, que la densité d'antennes devra être supérieure, très supérieure. Avec la densité d'antennes qu'on a aujourd'hui avec la 4G, la couverture est 30% moindre. Donc, il faudra augmenter le nombre d'antennes en conséquence pour avoir le même niveau de couverture. Donc, évidemment, ça veut dire que ça va prendre plus longtemps et ça veut dire que ça va coûter plus cher. L'IoT, alors l'IoT, c'est un petit peu la surprise de ces 2 dernières années. C'est quelque chose qui s'est développé relativement discrètement. C'est l'Internet of Things, c'est-à-dire qu'un petit peu partout, il y a des capteurs et des actuateurs qui permettent de développer des applications intelligentes au niveau d'un immeuble, d'une cité, d'une usine. Et incontestablement, on a une offre qui est en train de se développer, même d'exploser, une infrastructure qui est présente. Et bonne surprise, la France est bien placée. Alors, on a des perspectives certaines, on a un certain enthousiasme autour de cette notion. Ceci dit, il faut se souvenir qu'on part d'assez bas, on part de petits chiffres. Donc, quand on a des petits chiffres, c'est assez facile d'avoir des fortes croissances.
Et c'est pour ça qu'on dit que l'IoT est en plein boom. Mais il va falloir encore beaucoup de temps avant que cette nouvelle tendance se concrétise par des effets visibles répandus un peu partout. Le problème essentiel de l'IoT aujourd'hui, c'est elle cherche encore son application pivot, ce qu'on appelle la killer app, celle qui précipite l'utilisation d'une technologie. On a vu ça dans les précédentes vague technologique. C'est à partir du moment, par exemple, où le tableur s'est répandu, que le PC a été acheté en très gros volume. Le tableur a été la killer app du PC et ainsi de suite. Et pour le moment, l'IoT n'a pas encore trouvé sa killer app. Mais il est clair qu'on va vers une nouvelle ère qu'on appelle ambient computing. Alors, il y a plein d'étiquettes comme ça qui circulent, pervasive computing, ambient computing, etc. En gros, c'est la nouvelle ambiance à terme où effectivement le nombre d'ordinateurs va exploser au fur et à mesure du temps qui passe. Alors qu'auparavant, on avait, avec la vague de la micro-informatique, on était arrivé péniblement à un ordinateur par personne. Avec l'ambient computing, on aura non seulement plusieurs ordinateurs par personne, mais on sera également entouré de capteurs et d'actuateurs qui passeront par des réseaux de basse énergie pour nous entourer et réagir en fonction de nos déplacements, de nos actions, etc. Donc ça, c'est l'avenir à terme. En 2020, on va en parler un peu plus qu'en 2019, mais il est clair que là aussi, tout ça prend du temps, comme d'habitude, au moins 10 ans. Le cloud, par contre, lui, il est vraiment rentré en phase de généralisation. Il est en plus toujours en forte croissance. Il a des perspectives qui sont comment dire, au beau fixe sur tous les plans. On voit même des évolutions techniques, logicielles telles que l'hyperconvergence qui vont dans le sens du cloud. Plus on est capable de virtualiser les systèmes hérités et plus on sera capable de les faire migrer dans des environnements cloud dès qu'on sera prêt. Le marché du cloud est toujours dominé par un duopole avec Amazon qui est archi dominant et puis Microsoft qui monte vite aussi. Et puis ensuite, de nombreux acteurs qui tous annoncent leur ambition en la matière, que ce soit Google, IBM. On constate que les acteurs chinois commencent à apparaître, tels qu'Alibaba. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va s'amoindrir. Même si on parle déjà beaucoup de edge computing, et certains mettent ça en avant comme la nouvelle tendance. Alors là, moi, j'ai beaucoup de doutes. D'abord parce qu'en matière d'edge computing, les définitions sont nombreuses et floues. Certains confondent l'IoT avec l'edge computing. Certains le mettent comme un complément logique du cloud. Moi, je constate que c'est plutôt les acteurs qui ont le plus souffert de la tendance cloud qui mettent en avant ça comme une alternative, HP par exemple, et nous propose encore un aller-retour des mouvements des systèmes. Alors, avec le cloud, on les recentralisait. Avec l'edge computing, il faudrait les remettre sur le terrain. À mon avis, le edge computing est un espèce d'écran de fumée principalement agité par les acteurs intéressés par éventuellement cette tendance, mais ce n'est pas quelque chose qui va ralentir l'effet cloud. Finissons par une tendance concrète, utile, relativement facile à mettre en œuvre, c'est le RPA. Alors, ça va tout à fait dans le sens d'une meilleure intégration des systèmes existants, des systèmes hérités. On a une offre logicielle qui est maintenant mature en la matière, et donc on a une mise en œuvre qui est abordable, qui permet d'avoir des bénéfices certes modestes, mais bien réels. Donc, plutôt que de vous laisser abuser par les tendances médiatiques,
intéressez-vous au RPA, c'est du concret, c'est bien réel et c'est utile. Voilà, on est arrivé au terme de cette présentation. On va pouvoir faire une conclusion. C'est facile de dire que le futur reste incertain et pourtant c'est la seule position vraiment honnête qu'on puisse avoir. Hein, pour citer Maître Yoda, difficile à voir, toujours en mouvement est l'avenir. C'est pour ça qu'il est difficile à prévoir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est facile de dire ce qui va arriver. C'est beaucoup plus difficile de dire le temps que ça va mettre. Ceci dit, l'expérience montre que ça prend toujours plus de temps que annoncé au départ. Alors, on a un certain nombre de tendances qui sont quand même claires, sur lesquelles on peut faire des plans. Le cloud, même à mon avis, la tendance edge computing ne change rien. Le cloud reste la tendance lourde, solide de ces prochaines années. Le RPA, je viens d'en parler. L'IoT, c'est en cours, mais ça va mettre encore du temps avant de véritablement exploser. Et l'ambient computing, c'est intéressant, mais là encore, c'est une tendance à terme. C'est-à-dire que c'est le futur qui est en train de prendre forme sous nos yeux, mais il faut lui laisser le temps de se concrétiser. Un élément sur lequel on peut tabler à coup sûr, c'est les capacités. C'est vraiment le socle majeur de notre informatique depuis des décennies. C'est la croissance ininterrompue des capacités de calcul et des capacités de stockage. Et là, même si la loi de Moore semble être un petit peu remise en cause dans quelques cas, le progrès des composants non-stop est quand même le vrai socle de notre industrie. J'utilise souvent cette image, cette analogie, pour comprendre la nature de l'industrie informatique et de son évolution. Il faut considérer un grand lac qui s'étendrait toujours dans sa superficie au fur et à mesure des progrès des composants. Mais par contre, autant ce lac est grand, autant il est relativement peu profond. Donc sa superficie, c'est les capacités, et la profondeur, ce sont les fonctionnalités. On progresse toujours plus en matière de capacité que de fonctionnalité. Et évidemment, puisque les fonctionnalités, c'est les développements logiciels, et que c'est évidemment beaucoup plus difficile et que ça vient toujours en second par rapport au développement électronique. Donc, on a des capacités toujours plus grandes, ça c'est clair, mais par contre, évidemment, les fonctionnalités qui permettent d'exploiter ces capacités, elles mettent plus de temps à se mettre en place. Voilà, j'en ai terminé. On peut dire que 2020 va être une année de consolidation et même dans certains cas de refroidissement, hein, puisqu'on va avoir un hiver de l'IA. Donc, on va, j'espère, plus s'attacher à mettre en œuvre des choses concrètes, hein, migration vers le cloud, RPA, qui vont nous permettre d'avoir une bonne année informatique pour tous. C'est ce que je vous souhaite sans restriction. Ricardo? Alors, merci pour ta présentation. Moi, j'aurais quelques questions. Alors, la première, à propos des acteurs majeurs, comment imaginer qu'Apple soit évincé de ce groupe alors que ses résultats sont toujours au plus haut? Oui, alors évidemment, c'est un petit peu contre-intuitif. C'est d'ailleurs l'intérêt de ce genre de présentation, c'est de vous proposer un regard un petit peu différent de ce que vous pouvez voir un peu partout ailleurs. Si on vous disait la même chose que les médias généralistes ou spécialisés, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Mais les analyses un petit peu plus approfondies permettent de constater que dans certains cas, on peut aller à l'encontre des idées reçues et avoir raison assez facilement. Alors, dans le cas d'Apple, c'est assez simple, c'est qu'on sait que le marché des smartphones est en train de se consolider, est en train de s'aplatir, n'est plus un marché avec un potentiel de croissance important, et pourtant,
l'activité d'Apple est largement déséquilibrée en faveur de la production de smartphones. Alors, ils ont commencé à se diversifier dans le domaine, par exemple, de la vidéo en ligne, mais d'abord, c'est des efforts qui vont mettre du temps avant de produire des résultats. Ensuite, Apple est toujours pas positionné sur le principal marché informatique qui est maintenant le cloud. Et là-dessus, ils font rien alors qu'ils avaient des capacités importantes. Donc, il n'est pas très difficile d'imaginer que 2020 va pas être une bonne année pour la firme à la pomme et qu'après Facebook, l'année difficile à vivre, ce sera celle d'Apple. Voilà, donc je reste sur mon analyse en espérant D'accord. l'avoir précisé un petit peu ici. D'accord. Alors, j'ai une question d'un participant qui vous trouve pessimiste sur IBM. Cette personne dit que cet acteur est au sommet depuis bien longtemps que Microsoft ou Apple et son déclin n'est pas certain. Il a su rebondir par le passé, non? Alors c'est vrai que IBM est le plus ancien des acteurs encore présents et le seul qui a su traverser pas seulement les décennies, mais également les grandes tendances. Il en a inventé au moins une, peut-être même deux dans une certaine mesure. C'est-à-dire que c'est grâce à IBM qu'on a eu les mainframes qu'on utilise encore aujourd'hui, ce que j'appelle les mainframes standards, qui sont encore là, même si il y a quand même une tendance à la migration. C'est aussi grâce à IBM qu'on a eu la dernière poussée sur le marché de la micro-informatique avec le PC, bien sûr. IBM a déjà connu des phases de déclin importants sur lesquelles il a su rebondir, en particulier en 93 avec l'embauche de Louis Gessner au management qui a su redonner un second souffle à IBM. Alors, je peux être contredit à travers justement l'intégration de Red Hat, à travers le fait que l'ancien dirigeant de Red Hat va avoir un rôle de dirigeant au sein d'IBM et que peut-être qu'ils vont faire bien mieux que Ginny Rometty, qui a annoncé beaucoup lors de la décennie passée et qui a assez peu délivré. Euh, Sa stratégie reposait, on l'a vu, sur deux piliers, hein, le cloud d'un côté, l'IA de l'autre. Sur l'IA, ça a été une grosse cata, on a vu pourquoi. Et sur le cloud, IBM a fait le pari des clouds privés, des clouds hybrides, mais en vérité, ce sont les acteurs qui ont mis le paquet sur les clouds publics qui ont eu le plus de croissance et le plus de succès. Donc là aussi, il n'y a pas eu vraiment de résultats sur cette stratégie. Il ne faut pas oublier qu'en une décennie, la surface d'IBM s'est réduite de près de 30%. Donc, ce n'est pas rien, c'est des éléments concrets qui permettent d'indiquer qu'il y a eu un vrai déclin. Alors, est-ce que ce déclin est réversible ou pas? Ça va dépendre principalement de la qualité du management. Donc, euh, peut-être qu'un rebond est possible, mais je demande à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, IBM ne fait plus partie du groupe des leaders technologiques, même s'ils investissent beaucoup en R&D, et IBM l'a toujours fait. Et par exemple, les récents progrès en matière d'informatique quantique, ils ont également été dus à IBM. Mais IBM a toujours fait ça. Dans les années 70, ils avaient investi dans la recherche fondamentale qui avait débouché sur le microscope à effet tunnel. Alors, ça paraît être une particularité de chercheurs, mais c'est le microscope à effet tunnel qui a permis de déboucher sur la nanotechnologie. C'est pas rien. Ceci dit, IBM, comme beaucoup d'acteurs, a du mal à transformer ses investissements dans la recherche fondamentale en réussite dans le monde applicatif. Et ça, c'est assez souvent, c'est assez classique. Bon, donc sur IBM, je comprends qu'il puisse y avoir un certain scepticisme,
Et on va voir dès l'année 2020, avec le nouveau management, on va avoir une indication intéressante des perspectives qui vont être réservées à Big Blue. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question de Alain Gay. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire un mot sur le process mining? Le rangez-vous dans la même catégorie que le RPA? Ah, process mining. Alors, clairement, on va être honnête, je connais pas je connais pas ce truc-là. Donc, je vais pas être capable de répondre. Je vais pas m'amuser à dire n'importe quoi alors que je connais pas. Donc, je sais pas s'il faut le ranger dans le RPA ou pas. Je connais pas assez. Donc, je vais pas vous bidonner une réponse alors que là, je sais pas. D'accord. Désolé. Alors, une dernière question. Pourrais-tu nous donner une définition de l'edge computing? Et sur la blockchain, tu disais qu'il restait quelques cas intéressants quand même dans la masse. Lesquels? Alors, on va d'abord parler de la blockchain. La blockchain, ce qui est intéressant, c'est le côté non répudiation. C'est-à-dire que c'est le transactionnel sur stéroïdes. Et le transactionnel, c'était les conditions acides. Donc, une fois que la transaction est faite, elle ne peut pas être annulée. Dans le cas de la blockchain, là, on apporte un élément supplémentaire, c'est qu'on a tout l'historique des transactions et de l'évolution de telle ou telle propriété, telle ou telle donnée. Donc, dans les cas où on a besoin d'une très grande visibilité, très grande transparence et très grande fiabilité dans l'intervention sur les données, alors oui, là, la blockchain peut être un élément intéressant et sera utilisé dans ces cas-là. Mais on voit bien tout de suite que ça ne concerne pas tout l'ensemble du transactionnel. Voilà sur la blockchain. Sur la blockchain, je suis négatif vis-à-vis du hype actuel et de l'idée que ça peut être tout pour tous. Par contre, je ne dis pas ça ne sert à rien et ça ne sera jamais utile. Ça sera utile dans quelques cas, en particulier ceux que je viens de dénoncer. Sur le edge computing, alors là, c'est assez flou parce que on n'a pas de définition, à mon avis, assez claire. C'est toujours pareil, hein, si les choses sont claires, on est capable de les expliquer facilement. Et là, sur le edge computing, il ne faut pas que ce soit bien clair. On a des acteurs qui disent on a besoin de rapprocher la capacité de calcul au plus près de l'endroit où on capte les données pour pas avoir de latence, alors que d'un autre côté, on a les progrès des télécommunications, en particulier avec la 5G, qui va réduire cette latence. Donc, je ne suis pas certain que, à part quelques cas super critiques de pilotage des robots dans les usines, on ait besoin de remettre à nouveau des ordinateurs partout. Voilà la raison de mon scepticisme fondamental sur le edge computing. Mais là encore, bien sûr, je peux me tromper. Une dernière question? Oui, alors il y aura une dernière question, ce sera la dernière de cette conférence, de ce webinaire, de Monsieur Zramdini. La blockchain dans la supply chain semble être intéressante. Bah oui, sûrement. Le problème, c'est que pour que on développe des applications dans le domaine, il faut des outils solides, matures, bien connus et qu'on ait des compétences disponibles en la matière. Et c'est principalement ce qui coince aujourd'hui dans la blockchain et ce qui explique une grande partie des échecs des projets qui ont démarré trop tôt et qui ont été trop ambitieux. Comme je l'ai dit, on verra effectivement des cas d'usage de la blockchain au fur et à mesure de la maturation de cette technologie, mais pour le moment, c'est trop tôt. On en est encore aux phases de pilote et seuls les pilotes qui s'appuient sur des cas d'usage bien justifiés auront une chance d'être poursuivis et d'aboutir. Voilà sur la blockchain. Je
comprends tout à fait que des positions tranchées entraînent des réactions sceptiques. Il n'y a pas de problème. Mais notre rôle, c'est justement de vous proposer un regard plus élaboré sur les tendances qui sont mises en avant par la sphère médiatique et de dire attention, il y a beaucoup d'enthousiasme, ce qui n'est pas toujours complètement justifié. Faites la part des choses. N'oubliez jamais que on a besoin de maturité, on a besoin de temps et que toute technologie qui annonce qu'elle peut être tout pour tous, c'est évidemment un mensonge. Voilà, on va conclure là-dessus. D'accord. Alors, merci beaucoup, Alain, pour cette présentation. On Merci remercie à vous pour aussi votre attention et vos questions. les participants d'avoir été là. Je précise qu'ils vont recevoir un mail justement avec l'enregistrement de ce webinaire afin de pouvoir le regarder si nécessaire. Et je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes assez présents. Alors, merci beaucoup à tous et à la prochaine pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir.